À 34 ans, il est l'auteur roman le plus vendu de tous les temps. En 2018, il a même été l'auteur francophone le plus lu dans le monde. Son 5e roman sort mardi. J'ai le plaisir d'accueillir Joël Dicker. Salut Vincent. Bonsoir Joël Dicker, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans ces conditions un peu particulières. Pas beaucoup de public, mais je suis certain qu'ils sont nombreux devant leur écran. Je vous présente Yves Beck, auteur et critique littéraire à la revue Caverne. Bonsoir Dicker. Bonsoir Monsieur Beck. Vous sentez comment durant cette drôle de période ? Je me sens pas très bien comme tout le monde. Surtout très, très concerné par les semaines qui vont venir. Et l'occasion de rappeler que la responsabilité est entre nos mains, et c'est le cas de le dire, qu'on peut, nous, maîtriser ce qui va se passer plus ou moins en écoutant surtout les consignes du gouvernement, de M. Berset, du gouvernement, et arrêter de lire ce qu'on lit sur Facebook, sur WhatsApp, arrêter de vider les stocks des Migros et des Coop, parce que c'est pas ça le problème. Comportons-nous bien. Vous, Monsieur Beck ? Je partage ces recommandations et quant à moi, tout va bien. Je me suis retiré dans ma fontaine. J'attends que ça passe. Très bien. Est-ce qu'en tant qu'écrivain, vous auriez pu imaginer une situation comme celle qu'on vit aujourd'hui ? Est-ce que vous auriez pu l'écrire ? Je parle à monsieur. Peut-être après, vous pouvez le donner. Non, je crois pas, parce que je suis pas très amateur de ce genre de moment très anxiogène. La vie, il est déjà assez. Et le roman, pour moi, est censé être un moment qui, justement, est une échappatoire, est une vie dans la vie, en général, plus agréable. Raison pour laquelle j'écris pas vraiment des thrillers, il n'y a rien de gore. Surtout, il n'y a pas de... Science-fiction. Science-fiction. Ouais, mais c'est un peu comme les attentats du 11 septembre, quand même. On est dans un moment où la réalité dépasse la fiction, presque. La réalité est souvent plus forte que la fiction, et on est surtout dans une période difficile pour une fiction, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une incertitude. C'est ce qui nous angoisse, au fond, c'est qu'on ne sait pas. Et voilà. Bon. Le suspense, c'est chiant dans la vraie vie. Pénible. Vous êtes, là, c'est un niveau peut-être plus personnel, vous êtes inquiet pour la sortie de votre livre, des conséquences de tout ça. A priori, les gens auront plus de temps pour lire des bouquins ces prochaines semaines. Oui, en fait, je pense pas vraiment à ça. Et je le dis vraiment, c'est pas mon inquiétude, c'est pas pour mon livre, c'est pas pour ma petite personne. C'est vraiment de me dire qu'est-ce qui va se passer. Et mon inquiétude, en fait, elle est surtout, est-ce qu'on sera capable de se tenir à peu près correctement ces 8 prochaines semaines pour faire en sorte que ça se passe bien. C'est vraiment... Et là, c'est le citoyen qui parle, c'est pas l'écrivain qui promeut son livre. Mon livre, on le lira dans 2 mois s'il faut, c'est pas vraiment le problème. D'accord. J'ai tout de même un petit conseil, si vous permettez, un petit truc à donner à Dicker pour éviter qu'il se prenne un four si les librairies devaient se retrouver totalement désertes ces prochains jours à cause de Covid. C'est quoi votre petit truc ? Connaissez-vous le livre électronique? C'est une nouvelle technologie qui permet de consulter des livres sans papier. Oui, je les connais. C'est une bonne technologie aussi, parce que ça permet de lire partout. Vous êtes bien informé. Mais c'est quelque chose que vous utilisez. Enfin, c'est quoi la proportion des livres que vous avez, de vos livres que vous avez vendus sous cette forme ? C'est pas une proportion très grande. Je la connais pas exactement. C'est pas très grand, mais je suis pas complètement opposé au système du livre électronique, parce que en général, ceux qui lisent sur le livre électronique sont aussi des lecteurs de livres papier en librairie, et ceux qui lisent sur les tablettes sont en général des gros lecteurs. Ce sont des gens qui ont le réflexe du livre. Ce sont des gens qui dégainent plus vite, quoi. Qui dégainent plus vite, c'est-à-dire au lieu d'être quand ils sont dans le tram ou dans le bus ou chez le médecin à attendre, ils n'ont pas le téléphone à regarder pour la 53e fois ce qu'ils ont déjà vu 43 fois avant. Ils sortent un livre, ils font quelque chose qui est vraiment une vraie activité cérébrale. Et après, la question, c'est aussi, les tablettes, souvent, c'est Amazon, ça prétérite les libraires. Ça prétérite vos droits d'auteur également. Mais ça prétérite surtout les petits libraires. Et donc, c'est important d'être responsable. Tout ça, je suis très contre les interdictions, je suis très pour la responsabilité. C'est ce qui se passe maintenant. Soyons responsables aussi avec les livres. Achetons aussi les livres dans les petites librairies. Joël Dicker est avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Mais avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de découvrir votre portrait. Il est signé Fred Vallet. Cher Joël Dicker, vous êtes beau, vous êtes jeune, vous êtes riche, vous êtes famous, vous êtes genevois, bref, rien ne nous indique à première vue que vous êtes écrivain. Et pourtant, les exemplaires de votre 2e bouquin en 2012 se sont arrachés comme des rouleaux de PQ en 2020. Je demeure dégoûté par cette œuvre. 5 millions d'exemplaires vendus, c'est plutôt une bonne affaire. Enfin, l'affaire Harry Kéber. Un best-seller torché par celui qui raconte depuis le début de sa carrière qu'il travaille humblement depuis le petit bureau de chez sa grand-maman. En même temps, vous aviez tout pour nous faire tourner la tête et les pages. Fils d'une libraire et d'un prof de français, mais aussi arrière-petit-fils de l'homme politique Jacques Dicker du Parti socialiste russe,
puis suisse. À 10 ans, vous lancez la Gazette des animaux. Plus tard, vous entamez des études à l'université. Vous passez même par le cours Florent à Paris. Et pour fêter tout ça, un voyage, un food truck, une carrière à Hollywood? Non, un petit boulot comme attaché parlementaire. Vos bouquins, des polars. La mission, tout faire pour qu'on ne jette pas vos pavés quand on en a marre. L'objectif, nous dévoiler le coupable, mais seulement à la fin. J'ai toujours beaucoup de doutes sur la place de la virgule. Même si parfois le coupable c'est votre style littéraire, il faut avouer que vous savez nous faire tenir. Et le premier à avoir succombé à vos appels de phrases, c'est Bernard Pivot en personne qui a eu l'audace de vous pousser sur la dernière pile du prix Goncourt en 2012. S'ensuivent le livre des Baltimore et la disparition de Stéphanie Myler. Et pour clore cette trilogie américaine, voilà que vous vous faufilez par le petit écran avec Jean-Jacques Hano et Patrick Dempsey pour l'adaptation de l'affaire Harry Kéber dans une série plutôt grand public. Aujourd'hui, vous êtes de retour dans un bouquin qui se déroule en Suisse et dans lequel vous citez 200 fois le mot Verbier. Le Verbier est une station que je connais pas très bien. De quoi se confiner quelques bonnes soirées. Mais dites, Joël Dicker, vous voulez pas nous faire une petite phrase qu'un jour qu'on réalise que vous êtes humain? Allez, une frasque. Allez, on est entre nous, allez, frasquer. C'est quoi une frasque de Joël Dicker? Qu'est-ce que vous faites de fou des fois? Frascon. Qu'est-ce que je fais de fou? À part Je lis du Yves Beck, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de lire du Yves Beck. C'est vrai? Lequel, par exemple? Mon préféré, c'est le tome 3 des Aventures de la Petite Prairie Blanche. Oui, aux éditions Gilles Dufour. Aux éditions Gilles Dufour, à Aujan, magnifique ouvrage de 100 000 pages. Non, mais c'est vrai, cette image de Jean Dridal, on vous la ressort à toutes les sources. Elle vous dérange, vous en jouez. Ça vous fait quoi, en fait? Non, genre idéal, je sais pas. Je suis très heureux de savoir que. Ça, c'est une réponse de genre idéal. Ont des fantasmes de m'avoir comme genre. Ça veut dire qu'elles me connaissent pas bien. Mais vous aimez bien avoir un peu comme ça l'air chiant. Mais il y a une chose qui est importante pour moi de dire, c'est que je vis à travers mes livres et que ce qui m'intéresse vraiment, et c'est pour ça que parfois je me dévoile pas énormément parce que ce sont mes livres et les gens lisent mes livres. Vous n'aimez pas trop les médias, quoi. Ça dépend. Non, mais je suis conscient aussi que les médias sont importants pour parler de livres. Je m'en cache pas. Mais j'aime cette distance. Je préfère que les gens m'aient lu plutôt que les gens me connaissent moi, Joël. Oui, lu toutes vos interviews. Parlons un peu de ce livre, justement. L'énigme de la chambre 622, c'est votre 5e roman qui sort ce mardi. Yves Beck, enfin, pas rapidement, on va avoir le temps d'avoir votre critique. Vous avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, je l'ai lu, et comme la plupart de mes confrères et sœurs critiques littéraires, je ne l'ai pas beaucoup apprécié, principalement par mesquinerie et par jalousie. Peut-être avant de nous donner d'autres raisons, Joël Dicker, on en a lu quelques-unes de ces critiques, justement. Vous avez sans doute une vision plus globale. Les retours de la presse, jusqu'ici, vous en avez sur celui-là? Pas beaucoup encore. Ouais, pas beaucoup, c'est que le début. Vous n'avez pas envoyé les PDF à plein de... Si, j'ai envoyé, mais les gens l'ont pas lu. Ils n'ont pas eu le temps encore. Ils n'ont pas eu le temps. C'est tellement long. Ou alors il est trop long. Vous fichez des critiques. Oui, vous l'avez dit. Ce qui compte, c'est l'avis du lecteur. Exactement, mais le lecteur est un critique aussi. Et la critique est aussi censée... C'est pas le critique qui m'intéresse, c'est ce que le critique génère. C'est-à-dire... on va voir ce qui va générer M. Beck, alors. Eh bien, ce que je n'ai tout d'abord pas apprécié dans cet ouvrage, c'est qu'il contient non seulement une histoire, mais également du suspense. Ce qui est, convenez-en, d'un convenu. Et ce qui, par ailleurs, m'a fait perdre énormément de temps, car je n'ai pas réussi à le lâcher. Ce pourquoi ma femme de ménage, Madame Blocher, m'est d'ailleurs éternellement reconnaissante, puisque si vous lâchez une tuile pareille sur mon parquet, eh bien, ça le trouve. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus compliqué de panosser ensuite. Bien sûr. Par ailleurs, je regarde mes notes. L'univers exploré, la banque privée genevoise. On se croirait dans une série banale, bon marché. Avec des acteurs moyens. Avec des acteurs médiocres. Ensuite, j'ai découvert une certaine pauvreté lexicographie, pour ne pas dire une indigence. Et je vais vous donner un exemple. Page 113, elle nous montra son jardin couvert de neige, le chemin de route, donc le prénom, couvert de neige, le centre du village couvert de neige, le bord du lac Clément couvert de neige. N'avez-vous pas trouvé un synonyme pour couvert de neige, C'est un monochrome de Whiteman, j'ai envie de vous dire. Je ne connais pas la sculpture. Vous avez raison. Et vous savez, c'est... parfois, enneigé, vous en faites partie, enneigé. Mais je me dis, si j'avais quelqu'un comme vous, et si je pouvais avoir accès à quelqu'un comme vous et à votre savoir pour peut-être relire mes textes... Volontiers. Un livre à 4 mains, par exemple. Mais ça éviterait de faire ces répétitions. Quel beau challenge. Oui. Non, mais je ne suis qu'un jeune auteur aussi. J'ai encore de la marge de manœuvre, et c'est vrai, et ça me plaît. Saviez-vous par ailleurs qu'on ne dit pas le lac Léman? C'est une tautologie, car le toponyme Léman, qui vient d'une langue indo-européenne,
probablement. Le celte signifie précisément lac. Si vous dites le lac Léman, vous dites le lac-lac. Lac-lac. Lac-lac, c'est moche. Vous pouvez dire le lac de Genève si vous avez une gueule élastique, mais vous ne pouvez pas dire le lac Léman, vous devez dire le Léman, vous pouvez vérifier sur le site ou sur les cartes de l'Office fédéral de la topographie. Bon. Allez-vous corriger cette erreur grossière dans les prochaines rééditions? Écoutez, vous posez une bonne question, parce qu'est-ce que l'usage académique voudrait qu'on dise lac Léman, ou est-ce que le Léman suffit? Et en général, l'usage académique prévaut le Léman. Il y a beaucoup Les de gens qui cartes. font l'erreur. mais l'Académie française peut-être a une opinion différente que je ne connais pas. Mais en général, je préférerais vérifier avec eux. Mais si effectivement vous aviez raison, je soumettrais à mon éditeur la possibilité... Voilà. Contre le tirage. 1% de droit d'auteur. À part ce détail, peut-être, monsieur Mais ce Beck. détail, allez demander aux habitants du Léman si c'est un détail pour eux, les Perches, les Corrigones, les Gardons, eux qui se font affubler du nom erroné de leur habitat, tout comme les habitants de Lavaux qui, pour les autochtones d'à côté, pensent qu'ils habitent le Lavaux. Oui, c'est ça. Je descends à la cave. Ok, bon, au revoir. On dira Merci, plus jamais. monsieur Beck. Le Lavaux. On va venir au contenu de ce roman quand même. Pour Lavaux, pas le Lavaux. Ah pardon, oui, j'ai dit, on dira plus jamais le Lavaux, oui, c'est ça. Pour la première fois, l'intrigue se situe en Suisse, entre Genève et Verbier. Ça, c'est venu comment, cette idée? Je voulais parler de Genève depuis longtemps. C'est la ville dans laquelle je vis. Avec la difficulté de raconter une Genève de roman, et la difficulté quand on y vit, c'est qu'on est confronté à la réalité. Ouais. Et donc ça a été pour moi un exercice sur plusieurs années. C'était aussi un roman qui rend hommage à mon éditeur Bernard de Fallois, qui avait un rêve, c'était que nous allions à Verbier ensemble, lui et moi. On ne l'a jamais fait. Il aimait aller à Verbier, et il m'a dit, quand je l'ai rencontré il y a quelques années, il m'a dit... C'est pas loin, comment ça se fait que vous n'êtes pas allé? Il n'y a pas eu l'occasion? Je l'ai rencontré, il avait 86 ans, et il est décédé à 92 ans, et on n'a pas eu le temps de faire ce voyage, et je me suis dit que c'était peut-être par ce roman l'occasion de le faire. Et d'évoquer cette station. D'évoquer la station, et surtout d'évoquer Bernard de Fallois, mon éditeur. Bonsoir. Salut. Qu'est-ce que... Ça va? Oui, bien. Moi, je m'appelle Berclas Steve, je suis entrepreneur et musicien accessoirement. Je viens parce que j'ai lu ce bouquin du BG là, cet après-midi. J'ai 2-3 remarques. Tu en as dit Verbier, du coup, c'est... Bah oui, parce qu'on parle de Verbier là-dedans. D'abord, j'ai une question. Tu habites vraiment à 13 avenue Alfred Bertrand? Dans le roman, oui. Dans la réalité, non. Pourtant, il y a tout qui est juste. Hein. Joël, écrivain à succès, pote de l'éditeur de Fallois, qui vit dans un monstre appart et qui lève des jolis mimis. Il y a une partie du roman quand même. Mais c'est vrai, vous avez raison, monsieur, de dire qu'il y a une partie du roman qui est un roman, c'est-à-dire une fiction. Et parfois, il y a des épisodes de récits dans lesquels je raconte, et là c'est vraiment moi, Joël, je raconte quelques moments de ma relation avec mon éditeur, Bernard de Fallois. Donc c'est fiction, réalité, mi-chemin. Exactement, mais c'est le principe du roman aussi, c'est qu'on ne sait plus très bien où est la limite. Non, parce qu'il y a plein de trucs véridiques que tu dis sur Genève, là tout le monde est beau, il y a des banquiers, des diamantaires, les lieux que tu décris existent vraiment. Par contre, sur le Valais, alors tu t'es un peu bâclé. Hein. Oui, monsieur Berclas, c'est vrai. Je suis allé à Verbieu. Non, parce qu'à Verbieu... Et vous savez, c'est le moment que je redoutais, c'est-à-dire je redoutais la confrontation avec des Valaisans. Alors allez-y. J'ai pris quelques notes. Le Palace, ça n'existe pas. L'Auberge des Chamois, ça n'existe pas. L'Alpina, un des meilleurs restaurants de Verbier, ça n'existe pas non plus. On ne monte pas du Chable à Verbier en bus. On monte à Verbier en Porsche Cayenne ou à la rigueur, en télécabine si tu crèves la dalle. Déjà allé à Verbier, ça m'est arrivé, mais ce que vous dites est juste, c'est que comme je ne connais pas bien Verbier, je raconte un Verbier imaginaire, donc c'est exactement la raison pour laquelle... Vous osez Verbier imagineur. Non, mais ouais, je ne sais pas si vous allez pouvoir y retourner en Valais. Si, parce que justement, par le roman, des gens liront ce village et l'imagineront. Alors, je peux comprendre que pour les Valaisans, il y ait une difficulté à imaginer un village qui existe. Arrête de dire village, c'est une station. C'est une station, pardon. Station. Mais pour Verbier, il faut savoir que des gens liront ce livre aussi à l'étranger. Et que les gens, par leur imagination, auront une vision très différente. Donc même si je décrivais des lieux qui existaient vraiment et que je les écrivais de façon juste, pour les gens qui liront ce roman à Buenos Aires ou à Carthagène ou ailleurs dans le monde, même si les lieux existaient, ils l'imagineraient différemment. Rapidement pour terminer, parce que le temps file, c'est un peu une question concours, mais ça prend combien de temps d'écrire un pavé pareil? Ça dépend. Pour monsieur Beck, pas mal de temps. Là, c'était 2 ans et quelques mois. Combien d'heures par jour? Ça dépend. Ça dépend si vous comptez les heures que vous passez à écrire ou si vous comptez, vous faites de la musique, me semble-t-il. Si vous comptez aussi le temps que vous pensez.
Voilà. Sur direct. Mais vous vous imposez des créneaux, genre, OK, là, il faut que je sois inspiré de 8h à midi? Non, je m'impose surtout de m'arrêter à un moment donné, parce qu'en général, la difficulté pour moi, c'est pas d'écrire, c'est de me dire, à un moment donné, il faut que j'arrête, il faut que je rejoigne la réalité. Et à combien de l'heure? Pour vous, pas cher. C'est vrai? Oui. Moi, j'ai 50 millions sur mon compte en banque. Toi, pareil? Ça dépend. Non, Ça dépend de la devise. c'était pas la euro, C'était la deuxième question que vous redoutiez, non? Eh ben, on va vous l'épargner. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Joël Dicker. Merci, M. Berclave. Je t'en prie, je vais rentrer me laver, me doucher. Ça marche. Oui, parce que là, vous n'avez pas ça chez vous, mais... Non, surtout, moi, je dois m'asperger tout le corps avec la lotion hydroalcoolique. Il vous reste